Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette dernière conférence de notre cycle du mois de l'architecture et du patrimoine à Beauvais. C'est une forme de conclusion et en même temps l'amorce des Journées nationales de l'architecture. Donc on est dans ce cycle effectivement qui a été pris entre les Journées européennes du patrimoine et les Journées nationales de l'architecture. On a un format aujourd'hui qui est complet, c'est-à-dire qu'on a la conférence ce soir par Caroline Bauer, qui est donc ici présente, qui se présentera après en détail, et également en fait l'exposition qui est liée à cette conférence, qui se trouve dans nos locaux, donc que vous avez pu découvrir à l'entrée, et troisième temps, demain après-midi, à 14h30, on a une visite commentée sur le site, effectivement, donc dans le quartier Saint-Jean, du projet qui a été réalisé, effectivement, à Beauvais. Donc, je vous enjoins, bien sûr, à être assidus jusqu'au bout et de nous rejoindre, effectivement, demain après-midi. Alors, peut-être entamer maintenant la conférence. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je souhaite remercier la ville de Beauvais pour cette invitation, Marie Ansart et puis Richard Kaninski du CAUE de l'Oise. C'est un plaisir pour moi de venir ici parler d'un patrimoine peut-être un peu moins connu à Beauvais, parce que c'est vrai que vous avez un riche patrimoine gothique, un patrimoine de la reconstruction, et ce soir on va parler d'un autre type de patrimoine qui est le logement des années 70, et plus particulièrement d'une politique de logement qui est celle des modèles innovation. C'est un sujet d'actualité parce que plusieurs opérations qui sont issues de cette politique des modèles innovation ont été labellisées l'année dernière architecture contemporaine remarquable. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui cela en 3 points. Je vais essayer de faire une présentation d'environ 1 heure, de ne pas être trop longue pour qu'on ait le temps ensuite éventuellement d'avoir des échanges, de revenir sur des images ou de parler d'autres opérations. Je vais évoquer dans un premier temps la politique publique de manière générale de ces modèles innovation, qui prend comme départ la date de 1971 pour le plan construction. Après, je rentrerai plus dans le détail des modèles innovation et des opérations de logement qui ont été réalisées dans la région des Hauts-de-France. Et on verra plusieurs opérations qui sont dans l'Oise, plus particulièrement l'une d'entre elles qu'on visitera ensemble si vous nous rejoignez demain dans le quartier Saint-Jean au sud de Beauvais. On regardera aussi comment s'est mise en place en fait cette labellisation, puisqu'il y a une sélection parmi les opérations qui s'est faite en concertation avec la Direction régionale des affaires culturelles. Et puis ensuite on finira par l'un des modèles innovation qui est probablement l'un des plus représentatif de cette politique publique du logement des années 70 et qui justement est aussi ce modèle Maison Gradin Jardin qui est celui qui est présent dans la ville de Beauvais. Avant de venir plus spécifiquement donc, sur cette politique des années 70, pour la comprendre, en fait, il faut revenir à la période précédente, juste après la Seconde Guerre mondiale, puisque la France fait en fait face à une crise du logement qui est ancienne, qui remonte au XIXe siècle, que le gouvernement essaye de juguler décennie après décennie, et qui en fait s'accentue après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec le boom des naissances, puisque entre 1950 et 1958, on a 4 millions de Français qui vont naître, et donc il faut loger. Et dans ce cadre-là, le gouvernement français va lancer une politique de logement social avec différents outils réglementaires pour la mettre en œuvre, qui va lui permettre, à partir de 1958, de prévoir la construction de 300 000 logements par an. Donc c'est vraiment une politique quantitative de construction de masse. Et je vous ai mis ici un exemple dans la ville de Nancy, d'un grand ensemble qui s'appelle le Haut du Lièvre, qui est construit sur un plateau en hauteur de la ville et qui est assez emblématique de ce qu'on appelle donc les grands ensembles. Elle a été à l'époque surnommée la plus longue barre d'Europe, puisque dans ce grand ensemble du Haut du Lièvre, on a eu des constructions qui ont fait jusqu'à 300 à 400 mètres de long.
Un autre exemple de ces grands ensembles ici à Massy-Antony, c'est un peu une vue là ici dézoomée pour comprendre aussi la structuration en fait en plan masse de ces grands ensembles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les outils réglementaires que le gouvernement met en place, il y a un décret qui est très important, qui est appliqué à partir de 1958, qui sont les zones à urbaniser en priorité, qu'on appelle, de leur acronyme plus communément, les ZUP. Et c'est grâce à cet outil réglementaire que va se déployer de manière extrêmement importante cette politique du logement, avec une configuration que vous connaissez, parce qu'en fait c'est quelque chose qui essaime le territoire français, une configuration avec des constructions en barre, des constructions en tour, sur la plupart du temps un plan masse qui est conçu de manière orthogonale, qui en fait répond à des contraintes de chantier que l'on a appelées l'urbanisme du chemin de grue. Parce qu'en réalité, l'une des grandes contraintes pour construire beaucoup, pour construire vite et pour construire à un coût relativement modéré, était de construire selon le cheminement de la grue qui pouvait donc amener les éléments souvent en béton préfabriqué et donc qui finalement dictait la composition en plan masse de ces grands ensembles. Cette politique donc, qui a été lancée dans les années 50 a fait l'objet de critiques, en tout cas a été bien sûr l'objet de commentaires que l'on peut percevoir à travers différents exemples, et notamment cet ouvrage humoristique avec des dessins qui accompagnent le texte de Kubnik, et qui nous dit en page de couverture « La concierge est dans l'escalier toute la semaine », et qui nous montre bien en fait que sous ce ton humoristique, que ces grands ensembles en fait sont dans des tailles gigantesques, mais sont aussi, c'est ce qu'on voit dans l'une des caricatures à droite, très répétitifs, hein, puisqu'on est souvent avec l'utilisation de panneaux de béton préfabriqués en usine qui sont assemblés, qui vont en fait permettre d'économiser le coût de la construction par la répétitivité des éléments, mais aussi qui va parfois, pas toujours, parce qu'il y a des opérations très diverses, mais souvent avoir cette répétitivité qui est ici mise en caricature. Alors, cette vision des grands ensembles, elle est aussi prise en compte en fait par le gouvernement dès les années 60, qui va en fait mettre en place un certain nombre de décrets pour modifier en fait ces constructions, notamment un changement institutionnel en termes de procédure d'urbanisme en 1967, où à la place des ZUP, des zones à urbaniser en priorité, vont être mises en place les ZAC, les zones d'aménagement concerté, et puis alors plusieurs autres décrets, mais un autre qui est assez, je dirais, symbolique, caractéristique, c'est la circulaire Guichard en 1973, un peu plus tardive, mais qui en fait est une circulaire qui va limiter la taille des opérations, justement pour essayer de retrouver peut-être une échelle un peu plus humaine que celle des grands ensembles. C'est ainsi dans ce contexte-là qu'au début des années 70 va être lancé un grand plan en faveur du logement collectif, qui s'appelle le plan construction en 1971, qui va mettre en place en fait plusieurs dispositifs qui sont souvent connus sous des acronymes qu'on croise parfois, les REX, les réalisations expérimentales, les PAN, les programmes d'architecture nouvelle. Et un autre de ces dispositifs qui est lancé par le plan construction est celui des modèles innovation. C'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui. Ces modèles innovation, ça pourrait presque paraître un peu paradoxal, puisque le gouvernement souhaite à la fois changer la politique de construction du logement collectif pour l'amener vers plus d'innovation, plus de nouveautés techniques, architecturales, tout en maintenant quand même une politique précédente qui est celle des modèles, qui est celle finalement de réutiliser des plans, des dispositifs, des procédés
pour les appliquer à différents endroits du territoire et pour aussi permettre de générer des économies. Donc cette politique des modèles innovation va se concrétiser par des campagnes de concours. Il y en aura trois campagnes en 1973, 1974 et 1975. Et ces campagnes de concours proposent en fait à des équipes de concepteurs qui sont composées d'architectes ou d'ingénieurs, d'entreprises et de bureaux d'études, de proposer en fait des procédés de construction, des procédés architecturaux de logements collectifs qui sont en fait des procédés théoriques puisqu'il n'y a pas de site, puisque l'idée c'est de pouvoir ensuite appliquer ces procédés à différents endroits du territoire français. Et pendant ces trois campagnes de 73, 74, 75, on va avoir alors un certain nombre d'équipes qui vont postuler et surtout 31 équipes qui vont voir le procédé qu'elles proposent être agréé en tant que modèle innovation. Quand on regarde en fait les équipes, donc je vous ai mis ici en fait les couvertures des procédés, parce qu'en fait ces procédés sont expliqués à travers des livrets qui sont constitués de 8-10 pages et qui montrent à la fois des vues perspectives, des plans masse, des assemblages d'appartements, des vues de maquettes, et qui fait aussi le détail des matériaux et des coûts engendrés par les futures constructions. Mais ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu les équipes et les différents procédés qui sont agréés, eh bien on va trouver des architectes ou des ingénieurs qui sont assez reconnus dans le domaine de l'architecture. On a par exemple Henri-Pierre Maillard, qui est quelqu'un qui est assez connu, qui va proposer ce modèle Maillard, que vous allez retrouver en fait dans les panneaux d'exposition, puisqu'on a une opération qui a été labellisée à Dunkerque, et qui est quelqu'un en fait qui travaille beaucoup sur les techniques de béton et qui met au point un procédé de tabouret. C'est en fait l'image d'un tabouret en béton que l'on vient empiler dans la construction, et donc il va faire agréer dans le cadre de ces modèles innovation. On a aussi des architectes, on y reviendra tout à l'heure, assez connus du procédé Maison Gradin Jardin, Michel Andreau et Pierre Parra, qui est une grosse agence française qui a été créée à la fin des années 50, mais aussi des profils assez étonnants quand on parle d'une politique des modèles et d'une politique de construction de logements, comme l'architecte Pierre Prunet, qui conçoit ce modèle des villages de l'Ouest. Donc là, je vous les montre très rapidement, mais vous les retrouvez en fait ces modèles dans l'exposition qui est ici, et qui est en fait un architecte en chef des monuments historiques, donc a priori moins enclin à s'attaquer à de la construction dans le cadre d'une politique des modèles. Alors on a des concepteurs qui sont assez connus dans le domaine, mais on a aussi des entreprises qui ont un poids assez important dans la réalisation, dans la proposition de ces modèles, comme l'entreprise Cognet, qui est une grande entreprise du béton, qui existe depuis le 19e siècle, qui va beaucoup participer à la construction du logement collectif, du logement social, qui va aussi se démarquer en participant à des projets je dirais un peu exceptionnels comme le CNIT à la Défense par exemple. Et l'entreprise Cognet va être présente dans les équipes de 3 modèles. Le modèle que vous voyez ici, Quadra, le modèle M+M, dont on a aussi des réalisations dans les Hauts-de-France, et un 3e modèle qui est celui-ci, Une ville pour les hommes. Donc on a des auteurs reconnus, des entreprises identifiées dans la politique de construction. Et puis, on a des procédés qui sont proposés pour cet agrément modèle innovation, qui ont aussi des statuts différents. Ça peut être des procédés en fait qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on a par exemple le procédé GEAI ici, qui en fait est une proposition d'une équipe de concepteurs à partir d'un chantier qui est déjà en cours à la Grand-Mare, à Rouen, qui est en fait une équipe composée par les architectes Lotz, Despont et Beauclerc. Ou bien on a aussi finalement des
procédés qui sont agréés et qui sont finalement des propositions plutôt neuves ou qui s'attaquent à des sujets tels que l'industrialisation ouverte, qui sont des sujets en plein débat au début des années 70, où en fait l'idée de cette industrialisation ouverte, c'est d'avoir des composants architecturaux, que ce soit du gros œuvre ou du second œuvre, qui sont préfabriqués et qui peuvent ensuite être utilisés dans différents chantiers. Donc on est toujours dans cette idée de l'utilisation d'éléments d'architecture ou de modèles qui peuvent circuler à travers différents chantiers. Quand on regarde un peu plus précisément ensuite le contenu de ces modèles qui sont agréés, on va retrouver en fait des grandes thématiques qui sont traitées, qui sont aussi finalement les attendus du concours tels qu'ils sont formulés. Eh bien, c'est toute finalement la définition technique de ces procédés qui sont beaucoup étudiés par ces équipes d'architectes, de bureaux d'études et d'entreprises qui sont très liés en fait à l'industrialisation du bâtiment et qui vont souvent s'appuyer, même si ce n'est pas exclusif, sur des panneaux ou sur des éléments en béton préfabriqués, même si on a aussi des structures métalliques qui sont utilisées par certains modèles. C'était le cas du GEAI tout à l'heure, ou alors on a d'autres modèles tels que la SIRH de Claude Prouvé, qui est un modèle proposé par le fils de Jean Prouvé, ce grand concepteur, constructeur d'architecture métallique. Et ici, en fait, vous voyez un modèle qui s'appelle Composec, et qui, alors, avec cette planche aussi, qui témoigne aussi de toutes les recherches, et de toutes les recherches formelles, graphiques des années 70, quand on feuillette aussi les livrets, on est aussi très proche de tout le graphisme de cette époque. Et ici, le modèle Composec en fait propose une des constructions des logements qui sont faits à partir d'un procédé de panneaux préfabriqués en béton, mais où il n'y a plus du tout d'éléments qui est coulé sur le chantier, puisque là, les panneaux préfabriqués sont boulonnés entre eux pour avoir un chantier qui est complètement sec, d'où le nom de ce procédé Composec. Alors on a cette appréhension technique qui est très constructive, qui est très étudiée par les équipes de concepteurs, et qui est d'ailleurs l'un des critères que le jury en fait possède lorsqu'il doit donner l'agrément. Et puis, on a aussi des qualités plus architecturales, en tout cas ça c'est le second critère sur lequel s'appuient les jurys pour donner les agréments, un critère technique et un critère architectural. Et ce qu'on voit en fait assez souvent dans ces modèles, c'est finalement la volonté de proposer des logements, des cellules, très souvent, des cellules de logement qui sont assemblées les unes aux autres, qui sont très flexibles. C'est l'une des idées aussi qui est très développée dans ces opérations, dans ces modèles innovation, l'idée de la flexibilité qui est rendue possible assez souvent par l'utilisation de poteaux qui permettent de dégager des espaces. Ici, en l'occurrence, ce sont des potogaines, et vous voyez que dans ce modèle qui est réalisé par les architectes Philippe et Martine Deslandes et qui s'appelle les vagues, on voit bien que les architectes ont particulièrement joué de ces formes courbes en proposant notamment les parties humides, salles de bain sanitaires, avec des volumes en béton, mais en béton avec tout un jeu de courbes, rendu possible par le procédé de potogaines, qui sont ces poteaux dans lesquels on va trouver les fluides qui passent et qui permettent en fait une certaine flexibilité d'aménagement de l'appartement par rapport notamment à la circulation des eaux. Cette innovation architecturale, comme elle est appelée par les membres du jury selon leurs critères, s'applique aussi aux formes urbaines. C'est-à-dire qu'on va trouver en fait une volonté de rupture
très forte, notamment dans les perspectives. C'est ce qu'on peut voir ici dans une vue du modèle polyvalence. Une volonté de rupture par rapport à l'orthogonalité qui prévalait dans les grands ensembles. Puisque là, désormais, dans ce début des années 70, l'idée est d'avoir ces modules, ces cellules qui viennent en fait s'agréger, s'assembler, qui forment des combinatoires, qui forment une architecture qu'on a pu appeler une architecture proliférante et qui vient s'épaneler aussi, proposer des hauteurs très diversifiées, avec aussi comme on le voit sur le plan masse de droite, on voit ces assemblages de cellules, de corps de bâtiments, mais aussi on voit une définition de l'espace extérieur aussi, qui est définie aussi en lien avec ces volumes bâtis, et la topographie, les aménagements extérieurs sont, en tout cas dans les procédés tels qu'ils sont présentés au concours, assez mis en avant, assez importants. Et en témoigne notamment ce que l'on voit sur la figure de gauche, où au premier plan on a notamment des jeux d'enfants qui sont dessinés de manière encore avec ces boules percées, qui sont en fait des jeux d'enfants dessinés par un groupe qui s'appelle le groupe ludique, et qui est en fait un groupe qui s'est attaché à réaliser des jeux d'enfants avec des formes assez originales, assez singulières. Ces modèles innovation ont fait l'objet d'une publicité qui a été mise en place par le gouvernement, notamment via une exposition qui s'est tenue au Grand Palais à Paris en 1974, et où étaient divulguées en fait les maquettes et les planches du concours, puisque l'idée aussi de cette campagne des modèles innovation, c'était de favoriser et c'était de donner des exemples à de potentiels commanditaires, notamment des bailleurs sociaux, mais ce n'était pas exclusif. Et donc l'idée était de faciliter la commande, de favoriser le lien avec de potentiels maîtres d'ouvrage. On a des témoignages de personnes qui sont allées visiter cette exposition, et notamment Jean-Marc Reiser, qui en a fait une petite BD publiée dans Charlie Hebdo, qui est très drôle, et dont je vous ai mis juste un extrait ici, où on voit le personnage se promener en regardant les différentes maquettes de ces modèles innovation, où il va s'extasier devant cet empilement d'hexagones, ou ces astucieux assemblages de triangles, pour finir en bas à droite par courir vers la sortie en disant j'ai juste envie d'un toit, 4 murs et rien d'autre, et qui nous montre aussi finalement voilà, toute la dérision et toute la critique aussi qu'a pu avoir ces nouvelles formes architecturales et très représentatives aussi de cette époque. Mais on a aussi d'autres critiques de cette campagne des modèles innovation qu'on peut lire cette fois notamment dans la presse architecturale, puisque ces modèles innovation et plus généralement les études du plan construction ont été beaucoup publiées dans les revues telles que Technique Architecture ou Architecture d'aujourd'hui, à la fin des années 60, au début des années 70, qui, notamment dans cette revue Technique Architecture, va publier ces recherches qui sont menées donc, sur cette industrialisation de la construction, qui sont mises en parallèle avec d'autres réalisations à l'international. Et peut-être que vous connaissez ce bâtiment situé à Tokyo, qui est la Nagakin Capsule Tower, qui est une réalisation emblématique des architectes métabolistes japonais, et qui est en fait cette même idée de cellules préfabriquées métalliques qui viennent s'inscrire sur 2 tours en béton, qui est assez iconique aussi de cette architecture modulaire. Ou bien un autre exemple, cette fois à Montréal, que l'on voit à droite, puisque c'était quelque chose aussi qui avait été rapproché par un journaliste du Monde, avec cet habitat, l'habitat 67, qui est, vous le voyez encore une fois, une architecture modulaire, cette fois en béton, et qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition universelle qui se tient à Montréal en 1967.
Alors les opérations, puisqu'il va y avoir bien entendu beaucoup d'opérations qui vont être réalisées à partir de ces 31 modèles, vont souvent s'implanter dans les quartiers de ville, dans des quartiers périphériques de ville qui correspondent en fait à des nouveaux territoires qui sont urbanisés en ce début des années 70. C'est ce qu'on peut voir ici à Grande-Synthe, où on va avoir un modèle innovation M+M qui est ici et dont on voit bien en fait les caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure d'une architecture proliférante avec un épanelage. On n'est pas du tout dans l'idée d'orthogonalité. On a aussi toute une partie de séparation des flux voitures et des flux piétons avec un début d'urbanisme sur dalle qu'on peut lire ici. Et puis cette opération, donc modèle innovation, rejoignait à l'époque une autre opération de logement qui n'était pas des modèles innovation mais qui est aussi assez emblématique de la modification du logement dans les années 70, qui est une opération de Jean Renaudy qui a aussi réalisé d'autres quartiers, d'autres réalisations en Île-de-France ou autour de Lyon à partir d'une architecture en étoile, comme du nom d'autres quartiers qu'il a réalisés. Je parlais d'une implantation de ces modèles innovation dans des quartiers périphériques de villes moyennes. On a aussi une très grande proximité avec les villes nouvelles. Tout simplement parce que l'un des principaux protagonistes des villes nouvelles, c'est Paul Delouvrier, puisqu'il va être à la direction de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris en 65, et qu'il va aussi devenir président du plan construction en 1971, et donc qui va aussi probablement faire la jonction entre ces deux politiques. Donc les villes nouvelles, c'est une politique de nouvelles villes. Il y en aura 9 en France, plusieurs autour de Paris, comme Marne-la-Vallée, comme Évry, d'autres au Val-de-Reuil ou autour de l'étang de Berre. Et puis on en a une dans le nord, qui est cette ville nouvelle de Villeneuve-d'Ascq, où on voit ici l'implantation d'un modèle qui est le modèle structure accueil, qui est formellement assez intéressant parce qu'on lit bien la différence entre la structure en béton brut et le remplissage qui est ici particulièrement soigné avec une colorimétrie intéressante, et qui est en fait une colorimétrie qui est mise au point par des artistes plasticiens qui travaillent pour la ville de Villeneuve-d'Ascq et qui vont concevoir en fait un plan de colorimétrie pour l'ensemble de la ville nouvelle, qui va donc être appliqué à ces opérations de logement. Et à Villeneuve-d'Ascq, à titre d'exemple, on a 8 opérations modèles innovation qui sont implantées dans la ville, qui en fait l'une des villes qui accueille le plus de modèles innovation dans la région des Hauts-de-France. Je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon propos, qui sera plus axée en fait sur la région des Hauts-de-France, mais surtout sur ce projet de labellisation architecture contemporaine remarquable. Et pour ça, je reviens juste sur le cadre en fait, de ce que je vous expose aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un travail de recherche qui a été mené dans le cadre d'un programme pluriannuel qui s'appelle Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle, auquel on a répondu avec l'école d'architecture et de paysage de Lille, dont je fais partie, et son laboratoire, le LACT. Et en fait, on était plusieurs chercheurs dans un premier volet à répondre et à s'intéresser à ces modèles innovation. Et avec Richard Klein, avec mon collègue Richard Klein, nous avons fait un inventaire de ces modèles innovation dans les Hauts-de-France. Et puis on a poursuivi dans un deuxième volet qui en fait avait pour objectif de valoriser en fait cette recherche. Et dans ces actions de valorisation, il y avait la réalisation de cette exposition aujourd'hui accueillie par le CAUE, un site internet que vous pouvez consulter qui s'appelle modeleinnovation.fr, et puis une proposition, enfin un projet de labellisation de certaines de ces opérations en tant qu'architecture contemporaine remarquable. Et donc cela s'est fait en collaboration avec le CAUE du Nord et la Direction régionale des affaires culturelles qui s'occupe de la labellisation des Hauts-de-France. Et donc quand on regarde plus spécifiquement sur ce territoire des Hauts-de-France,
Parmi les 31 modèles que je vous ai montrés tout à l'heure au début qui ont été agréés, eh bien on va trouver 15 différents modèles innovation qui sont mis en œuvre dans les Hauts-de-France. Alors, ça résulte aussi d'un constat très différent. Parfois, on a des modèles innovation qui vont être extrêmement mis en œuvre. C'est le cas notamment de ce modèle Maillard que j'ai déjà évoqué, qui va être mis en œuvre dans plus de 10 000 logements en France. Et parfois, on a des modèles innovation qui vont rester à l'état de prototype, pour lesquels il va y avoir une opération, voire zéro. Donc on a un constat très diversifié. Et ici, vous voyez donc la carte de l'ensemble des 85 opérations qui sont issues de modèles innovation dans la région des Hauts-de-France, qui sont réparties sur les 5 départements, même si effectivement il y a plus de modèles dans les régions Nord et Pas-de-Calais. Alors on voit chaque opération est symbolisée par un carré rouge, donc on voit que certaines grandes villes abritent plusieurs opérations. Et puis, on a, comme je le disais tout à l'heure, une grande prépondérance sur Villeneuve-d'Ascq, Ville Nouvelle. Et puis, ce qui est très particulier à la région, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la partie que vous voyez en rose, qui en fait correspond au bassin minier. Parce que, en fait, Charbonnage de France va aussi particulièrement s'attacher, s'impliquer dans cette politique des modèles innovation à travers le modèle SICA Sigma que je vais vous développer tout à l'heure. Avant ça, je voulais vous présenter ce label architecture contemporaine remarquable, puisque c'est à partir de cet outil que nous avons travaillé. C'est un label qui est assez récent, qui date de 2017. Mais qui en fait prend la suite d'un autre label qui s'appelait le label patrimoine du XXe siècle. Peut-être que vous l'avez déjà croisé, parce qu'en fait on trouve, quand un bâtiment est labellisé, on a une plaque qui l'indique sur le bâtiment, qui était un label patrimoine du XXe siècle qui existait depuis le début des années 2000. Et qui concernait donc l'architecture du XXe siècle. Ce label architecture contemporaine remarquable a pris la suite avec quelques petites différences. Désormais, cela concerne l'architecture, les ensembles urbains, paysagers qui ont moins de 100 ans. Donc c'est quelque chose qui est différent du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques, puisque il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de subvention, c'est juste un outil de valorisation pour montrer que l'architecture du XXe siècle est intéressante et fait l'objet pour faire l'objet de communication aussi plus facilement. Il y a des publications qui sont organisées, des visites. Donc c'est un outil de valorisation. Et puis c'est aussi par rapport à l'ancien label, pour la première fois, il y a eu à partir d'un décret de 2017, il y a eu des critères qui ont été établis pour donner ce label architecture contemporaine remarquable. Ce qui est intéressant dans notre cas, c'est qu'en réalité, sur les 6 critères, qui sont plus ou moins, qui s'inscrivent de manière assez traditionnelle aussi dans la politique publique de protection du patrimoine, on en a 2 qui concernent très directement les modèles innovation. Et en l'occurrence, c'est les 2 premiers que j'ai mis en gras, le caractère innovant ou expérimentale de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique ou sa place dans l'histoire des techniques, puisque on a ce terme d'innovation qui est présent. Et le deuxième critère, l'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique, puisque là, avec ces modèles d'innovation, on est également dans l'application d'une politique publique de logement collectif. Puis quand on balaye aussi les autres critères, on va retrouver au cas par cas des éléments qui font écho aux opérations des modèles innovation. À partir de ce travail d'inventaire, de ce travail que nous avons mené avec la DRAC des Hauts-de-France, nous avons proposé, ce qui a été effectif, 20 opérations qui ont donc été labellisées architecture contemporaine remarquable l'année dernière, avec une particularité qui n'est pas forcément évidente quand on s'attaque à ce type de recherche, c'est qu'en fait les modèles tels que les équipes de concepteurs les ont proposés
au jury pour agrément. La qualité de ces modèles est très différente par rapport aux opérations qui sont construites. En réalité, il y a une grande latitude dans la construction des opérations par rapport aux modèles théoriques. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui permet une très grande diversité dans les opérations et qui a aussi été prise en compte pour faire cette sélection de bâtiments, de cette politique des modèles pour la labellisation. Ces 20 opérations labellisées représentent 11 différents types de modèles innovation. Si vous avez suivi, il y en avait 15 présents sur la région des Hauts-de-France. Et donc en fait, en plus des critères qui sont inhérents au label ACR, on a dû prendre en compte, puisqu'on était sur ici en fait une labellisation en série, d'objets en série, on a pris en compte aussi d'autres critères, et en l'occurrence c'est celui d'une représentativité, puisque l'idée était de témoigner en fait de cette politique publique sur le territoire, donc en proposant des opérations qui soient présentes sur les 5 départements des Hauts-de-France, mais aussi qui représentent les modèles, les 15 modèles. Sauf que on n'a pas pu représenter les 15 modèles pour des raisons différentes. Il y en a une parce que finalement la seule opération qui était issue de ce modèle n'était qualitativement pas suffisamment intéressante pour prétendre à une labellisation. Il y a eu un refus d'un propriétaire aussi de labellisation. Et puis, il y a eu surtout la question de l'intégrité des édifices qui s'est posée, puisque ces opérations en fait, sont réalisées dans les années 70, donc il y a 50 ans environ, et que depuis ces années 70, elles ont souvent bénéficié ou subi des projets de rénovation, en l'occurrence souvent des projets de rénovation thermique, qui parfois ne permettaient plus de lire les qualités originelles du bâtiment existant, et c'est ce qu'on voit ici à travers cette opération à Villeneuve-d'Ascq, que nous avons eu du mal à reconnaître après les deux opérations de rénovation successives. Donc vous voyez les 3 états qui malheureusement ont fait perdre, je dirais, la qualité que je décrivais tout à l'heure, qui est inhérente à ce structure accueil, où on avait voilà, cette lecture très appréciable de la structure et de son parement, et avec toutes les subtilités colorimétriques qui avaient été mises en œuvre. Ce modèle structure accueil, malheureusement, n'a pas pu être présent dans ces 20 opérations labellisées, puisque les 5 opérations structure accueil ont été beaucoup modifiées, alors que le principe technique était extrêmement intéressant, puisqu'on avait, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, une structure diagonale qui est la structure porteuse, à partir de points porteurs que vous voyez ici, qui est une première trame sur laquelle on vient composer le bâtiment, et des éléments de plancher ou de toiture qui viennent ensuite sur une seconde trame pour proposer en fait une très grande modularité dans la composition du dessin, à partir de poteaux gaines qui sont, qu'on a déjà évoqués, qui sont ces poteaux qui permettent de faire circuler les fluides et donc de permettre une plus grande flexibilité dans l'aménagement des plans intérieurs. Ce qu'on voit aussi à travers cet inventaire des 85 opérations des modèles innovation, c'est que finalement les Hauts-de-France, c'est un territoire assez privilégié d'implantation de ces opérations, notamment de certains modèles, comme le modèle Sika Sigma avec 16 opérations qui sont réalisées, le modèle Maison Gradin Jardin, qu'on va regarder tout à l'heure, avec 15 opérations, ou le modèle Innovation G2 avec 12 opérations. Et surtout, la grande spécificité, c'est ce que je disais tout à l'heure, de cette région, c'est ce bassin minier qui va être, ce bassin minier et plus particulièrement la Société industrielle et commerciale des charbonnages, la SICA, qui est une filiale de Charbonnage de France, va en fait être à l'initiative d'un modèle qui s'appelle le modèle Sigma ou Sika Sigma, une proposition extrêmement rationnelle de construction, où l'idée est de réaliser des éléments planes en béton préfabriqués en usine, de les assembler en usine pour créer des modules qui vont être proposés dans une seule taille,
de 2,70 m par 5,56 m. Et ces cellules vont ensuite être transportées sur le chantier et, comme vous le voyez sur la photographie de droite, empilées pour construire des logements. Dans ce cadre-là, la SICA va créer 3 usines de préfabrication pour mettre en place ces opérations de logement à la fin des années 60 et au début des années 70, puisqu'en réalité ce sont des recherches qui étaient déjà amorcées par la SICA dès le milieu des années 60, tout simplement parce que la crise qu'elle subit à ce moment-là la pousse en fait à chercher de nouvelles solutions pour reconvertir son industrie, et la question du logement est une ouverture pour cette société de charbonnage. Et donc, dès le milieu des années 60, elle va en fait s'appuyer sur un procédé danois de préfabrication, l'adapter, faire appel à un ingénieur automobile, qui est habitué en fait aux chaînes de montage, à l'assemblage des éléments, détourner, modifier ce procédé danois et proposer donc à l'agrément Modèle Innovation ce procédé Sigma, qui va ensuite en fait avoir une postérité au-delà des modèles innovation. On va avoir 16 opérations, si je ne me trompe pas, de logement modèle innovation SICA Sigma dans les Hauts-de-France, mais en réalité le procédé va être encore développé dans les années 70, utilisé jusqu'au début des années 80, dans différentes formes, par différents architectes, et aussi pour d'autres types de logements, et en l'occurrence pour des maisons individuelles, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Quand on regarde les opérations SICA Sigma dans les Hauts-de-France, on a une rationalisation aussi des propositions. On a en réalité des corps de bâtiment qui suivent finalement les propositions qui étaient faites dans les plaquettes, dans les livrets proposés au jury de concours, avec des corps de bâtiment soit en forme de croix, soit en forme de bloc, qui sont assemblés 2, 3, 4, 5 corps de bâtiment. Chacun de ces corps de bâtiment abrite entre 12 et 16 logements. Et on a donc un certain nombre de ces opérations qui sont au maximum en R+3, tout simplement parce que ce procédé de panneaux de béton, l'idée est d'avoir toujours le même panneau de la même épaisseur, et du coup on ne peut pas monter trop en hauteur, sinon on aurait besoin de renforcer en fait certains panneaux. Donc l'idée est d'avoir vraiment une rationalisation de la fabrication et d'avoir un nombre très restreint d'éléments à réaliser en usine. Alors avant de conclure avec le modèle Maison Gradin Jardin, je voulais évoquer un modèle qui est, enfin une opération, plus qu'un modèle, une opération qui est tout à fait singulière parmi ces 85 réalisations, qui a même du coup été non seulement labellisée architecture contemporaine remarquable, mais aussi inscrite au titre des monuments historiques. Et c'est une opération qui est issue, presque paradoxalement, je le disais tout à l'heure, d'un modèle qui est extrêmement rationnel dans son procédé, qui est le modèle Maille, et qui en fait propose une sorte de mécano, de jeu de construction, à partir d'une palette de 60 éléments en béton, qui sont répartis selon différents usages, que ce soit les cages d'escalier, les planchers, les éléments de façade, les gaines techniques ou bien les bow windows. Et donc l'idée c'est de proposer en fait aux architectes ces éléments qu'ils peuvent ensuite assembler selon la composition des plans et des façades. Ce modèle, il est proposé par la société Cofeba, qui est la compagnie française d'engineering Barretts, du nom de son ingénieur Jean Barret, qui est en fait quelqu'un qui a une vie assez diverse, puisque c'est à la fois un ingénieur qui va breveter dès le milieu des années 50 plusieurs procédés de préfabrication lourde en béton, et qui vont, ces procédés, être mis en œuvre très largement en France et à l'étranger. À titre d'exemple, pour l'année 1968, il y a 50 000 logements qui sont réalisés d'après ces procédés.
Et puis c'est quelqu'un aussi qui est impliqué dans la question constructive, qui appelle les architectes à prendre en main l'industrialisation du bâtiment et qui va lui-même en fait aussi collaborer notamment avec Marcel Breuer pour la réalisation de panneaux de béton préfabriqués dans diverses opérations, notamment la station de ski de Flaine ou bien cette opération de logement à Bayonne. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la question de l'industrie ouverte notamment, mais qui est aussi un personnage politique, qui va fonder son parti politique qui s'appelle Technique et Démocratie, et qui s'appuie sur la science comme un moyen d'action, et donc qui va même se présenter aux élections présidentielles en 1965 sans succès. Et donc ce procédé, en fait, Maille proposé par un ingénieur extrêmement rationnel à partir de ce panel de 60 éléments préfabriqués à partir d'une maille dimensionnelle de 90 cm, eh bien lui va être pris en main par des architectes d'opération qui s'appellent Georges Loiseau et Jean Tribel, qui sont en fait des architectes qui font partie d'un groupement qui s'appelle l'AUA, l'atelier d'urbanisme et d'architecture, qui est en fait un atelier qui va regrouper des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des plasticiens, des sociologues, qui va compter jusqu'à 25 membres, et qui a beaucoup redéfini en fait l'architecture et l'urbanisme dans ces années 70. Tribel et Loiseau vont notamment participer à la ville neuve de Grenoble, qui est l'une des réalisations assez emblématiques de ce groupement de l'AUA. Dans l'AUA, on va trouver aussi d'autres concepteurs comme Paul Chemetov, comme Serge Kalis, comme Jacques Kalis, pardon, qui vont aussi proposer des modèles innovation. Et en fait, ici, les architectes vont proposer, vont s'emparer de ce modèle Maille dans une opération dans le quartier de Sainte-Catherine, qui en fait est un programme assez important de 4000 logements avec plusieurs équipements qui va ensuite être beaucoup revu à la baisse, mais dont cette opération Maille va être l'un des principaux témoins, où on va trouver en fait tout leur travail sur notamment leur travail sur la rue, parce que leur idée aussi est de retrouver la place du piéton, la place du collectif. Ils vont utiliser le procédé Maille avec l'assemblage et les différents assemblages qu'ils proposent, avec ici une place carrée définie par des immeubles les plus hauts de l'opération, toute une partie piétonne qui est jouxtés par des bâtiments plus bas en R+3, et puis ici des bâtiments qui s'appellent des bâtiments rotules, qui sont en fait des prémices à la poursuite d'un aménagement qui pourrait se poursuivre et former une autre place. Et ici on trouve en fait une école, un des équipements qui sera réalisé, qui vient aussi définir cet espace en fait qui est complètement piétonnisé. Et en fait, on va avoir, à travers l'utilisation de ces différents corps de bâtiments, une très grande diversité dans ce petit morceau de quartier urbain, qui est assez étonnant quand on va le visiter dans la ville d'Arques. Ici, on se situe donc sur cet axe piéton que l'on voyait tout à l'heure jouxté donc, par ces logements en R+3, qui répondent en fait tout à fait à la définition du logement intermédiaire. C'est justement un logement entre le collectif et l'individuel, qui est aussi une grande recherche finalement de ces équipes de concepteurs des modèles innovation, et qui est en fait défini précisément par une circulaire en 1974, et qui indique que le logement intermédiaire, c'est un logement en fait qui ne dépasse pas R+3, trois niveaux en plus du rez-de-chaussée, qui possède un accès individuel à chaque logement. Donc on a une proximité, on a des logements collectifs, mais avec un accès individuel. C'est ce qu'on voit ici sur ces accès extérieurs. Et puis, ce sont des logements qui proposent une surface privative extérieure, soit un balcon, une terrasse, un jardin, qui soit d'une surface au moins d'un quart de la taille du logement. Et donc on voit bien ici le travail qu'ont fait ces architectes Tribel et Loiseau à partir de ce procédé extrêmement pragmatique Maille, pour proposer
à la fois du logement collectif, du logement intermédiaire, et puis aussi tout un jeu ornemental. Ils se sont vraiment saisis des possibilités qu'offrait le procédé, notamment en jouant à partir de la forme carrée, et on voit une mise en œuvre en fait des panneaux de béton qui sont très travaillés avec des modèles extrêmement différents. Donc là on sort aussi de la grande rationalité, de l'économie de moyens, pour proposer aussi une esthétique avec un jeu sur l'utilisation des briques en fond de coffrage, aussi un coffrage qui est dessiné pour laisser apparaître une texture, une maille sur le béton brut de décoffrage, qui s'aperçoit aussi dans des détails ornementaux qui viennent ponctuer en fait les entrées principales de l'opération, avec toujours cette idée du carré qui vient représenter en fait ce modèle maille et ses 90 cm de côté. Alors pour finir, on va aborder donc ce modèle maison, gradin et jardin qui, je le disais, est peut-être l'un des plus emblématiques de cette politique des modèles innovation, parce qu'il va aussi dans ses formes reprendre un certain nombre d'éléments que nous avons déjà vus et qui est aussi appliqué dans la ville de Beauvais, qui est un modèle qui est proposé par cette équipe d'architectes Michel Andreau et Pierre Parra, qui sont à la tête d'une grosse agence depuis 1957 qui va avoir jusqu'à 150 collaborateurs, et qui, au début des années 70, au moment de cette campagne des modèles innovation, bien sont en milieu de carrière, sont en train d'achever ce que l'on voit en bas à gauche, l'université de Tolbiac, qui est un de leurs grands chantiers assez emblématiques, et puis qui confirmeront dans la suite de leur carrière l'intérêt de leur réalisation, notamment avec ce palais omnisport de Paris-Bercy, mais aussi bien d'autres réalisations. Ce sont surtout des architectes qui vont beaucoup travailler sur la question du logement. Dès la fondation de leur agence à la fin des années 50, et puis au milieu des années 60, ils vont remporter un premier concours d'habitat social, le programme pluriannuel de logement, dans lequel en fait ils vont proposer l'idée d'économie des circulations verticales, puisque l'idée de leur logement collectif dans ce milieu des années 60, c'est de construire un noyau central vertical en béton qui va abriter les circulations, et ensuite qui pourra desservir des appartements tout autour, donc 4 appartements, donc on n'aura qu'une seule cage d'escalier. Et à partir de ce principe-là, ils vont développer en fait cette idée de base à travers notamment les logements en pyramide, dont on voit ici un schéma qui reprend en fait l'idée d'une circulation, d'une desserte des appartements qui est centrale, avec l'introduction, l'implantation des parkings qui sont au centre de la pyramide, qui vont permettre ainsi de dégager finalement des accès et des circulations piétonnes tout autour de l'opération, et puis des appartements qui ensuite s'organisent en gradins pour pouvoir, de part et d'autre en fait de la circulation verticale, qui vont permettre aussi d'avoir des espaces extérieurs pour les appartements. Ils vont mettre en place ces pyramides dans plusieurs opérations, dans plusieurs villes à la fin des années 60, et peut-être la plus connue, ce sont les pyramides d'Évry. Ce sont aussi les plus imposantes, les plus grandes, dans cette ville nouvelle d'Évry, dont on voit encore l'application de ces logements, de ce renouveau du logement des années 70, dans des pyramides qui sont ici très hautes, puisqu'elles peuvent aller jusque 15 niveaux. Ces pyramides, ils vont les mettre en œuvre dans le cadre des modèles innovation, parce qu'ils vont proposer un modèle qui s'appelle maison, gradin et jardin, qui est un principe général et qui va être en fait appliqué sous diverses formes dans le territoire français et notamment dans les Hauts-de-France. Ces modèles innovation maison, gradin, jardin vont être appliqués donc sous la forme de pyramides, alors qu'ils sont de taille plus modeste que celles qui sont mises en œuvre à Évry. En l'occurrence, on trouve 3 pyramides, une opération avec 3 pyramides à Villeneuve-d'Ascq. Chaque pyramide abrite une centaine de logements.
on va trouver déjà en fait les grandes caractéristiques de ce modèle maison gradin jardin, les accès individuels, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait un accès depuis le parking à l'intérieur de la pyramide si on arrive dans son logement en voiture, mais aussi des accès individuels avec ces escaliers en béton qui participent à la définition formelle de ces pyramides, et puis aussi ce que l'on verra tout à l'heure, les terrasses privatives avec ces jardinières qui sont aussi très caractéristiques de ce modèle. Puisque, en réalité, Andro et Para, comme d'autres concepteurs des modèles innovation, ce qu'ils souhaitent proposer dans ces opérations et dans leurs modèles, c'est à la fois toutes les qualités, toutes les vertus de la maison individuelle, mais aussi dans le prix du logement social. Et on va trouver ici du coup ces espaces extérieurs privatifs qui définissent aussi le logement intermédiaire, avec ces grands logements qui permettent aussi d'avoir des opérations extrêmement plantées, avec ces grandes jardinières en béton, qui permettent aussi en fait, au-delà d'avoir des plantations, d'avoir aussi un recul, c'est-à-dire de préserver en fait l'intimité sur l'appartement qui est plus bas, en obligeant, enfin voilà, on ne peut pas se pencher pour aller regarder ce qui se passe chez le voisin. Et puis on voit aussi ici ces escaliers et les accès aux appartements qui peuvent se faire soit depuis l'intérieur de l'opération, soit depuis ces escaliers extérieurs. Ce modèle maison gradin et jardin, il va être appliqué sous la forme de pyramide. Il va être appliqué aussi dans une variation avec ces grandes toitures monopentes. On a quelques exemples présentes dans la région des Hauts-de-France qui en fait sont une volonté, je dirais, un peu plus tardive, plutôt de la fin des années 70, d'avoir des opérations, des édifices qui s'accrochent davantage à l'environnement urbain et potentiellement aux toitures à pente des architectures plus traditionnelles. Et puis on a une configuration, en fait, qui est la configuration, je dirais, majoritaire de cette application du modèle maison gradin jardin, qui est une application linéaire, qui en fait fonctionne toujours sur ce principe d'avoir les parkings à l'intérieur de l'opération, d'avoir une desserte à l'intérieur qui va desservir de part et d'autre des appartements. Ici, on est sur une trame de 6,20 mètres qui va permettre en fait à chaque fois de loger un salon et une cuisine ou bien 2 chambres. Donc ici, on a par exemple un appartement sur 2 trames avec salon, cuisine, 2 chambres et les équipements et les pièces de service. Et chacune de ces trames peut être assemblée avec des jeux de décalage qui permettent d'avoir ces formes moins orthogonales, plus libres, plus proliférantes que ce que l'on trouvait dans la période précédente des grands ensembles. Ce qu'on remarque aussi dans ce plan masse, que je trouve assez intéressant parce qu'il est à la fois très simple et très expressif, c'est aussi le dessin de l'ensemble des circulations piétonnes, puisqu'en fait on va avoir en général les accès parking qui se font sur les parties latérales des corps de bâtiments, et puis des circulations piétonnes qui peuvent prendre toute la place qu'elles souhaitent entre les bâtiments. Et en fait, c'est quelque chose que l'on voit très très bien dans l'opération de Beauvais. Donc on arrive maintenant sur notre résidence des terrasses à Beauvais du quartier Saint-Jean, puisque en fait cette opération dont vous voyez le bâti en rouge, mais dont vous voyez aussi finalement toutes les circulations piétonnes qui définissent en fait énormément aussi cette opération, qui est assez intéressante parce que aussi elle est conçue dans ces circulations piétonnes avec une opération de maison individuelle qui est située au sud-est. Donc en fait, quand on regarde sur cette vue aérienne, on a toute cette partie finalement qui est piétonne et qui, comme on va le voir sur les photographies, propose en fait
à la fois un grand axe de circulation assez large, dans lequel on imagine que les enfants peuvent jouer, peuvent se promener, on peut faire potentiellement du vélo, de la trottinette, et puis des passages entre les trams que je vous montrais tout à l'heure, des passages, des voies plus resserrées, qui permettent des perspectives variées, avec des aménagements paysagers assez simples, mais aussi finalement qui proposent beaucoup de verdure au sein de ces espaces minéraux, et puis aussi ces venelles, en fait, qu'on pourrait appeler des venelles, qui permettent aussi de desservir latéralement les grandes circulations qui permettent à la fois d'accéder au parking et au logement. Voilà, et donc je vais finir sur cette dernière image de cette résidence dont on parlera plus longuement et qu'on pourra apprécier beaucoup plus sur place demain. Et donc je vous invite à venir à cette visite. Le rendez-vous est à 14h30 à l'Allée Mozart, donc dans ce quartier Saint-Jean, où on pourra voir en fait toute la diversité des assemblages de ce modèle, avec, vous voyez, ce qu'on retrouve toujours, cet accès individuel, ces grandes jardinières, et puis aussi des compositions qui témoignent aussi de la grande variété. Je ne vous ai pas montré d'autres modèles maison gradin jardin, mais il y a aussi une grande variété, par exemple dans le remplissage. Ici, vous voyez des remplissages en briques qui témoignent aussi en fait de l'aménagement intérieur, parce que ces élévations dont on voit des parties pleines assez imposantes en fait correspondent aussi à des parties en rangement. Donc c'est une façade épaisse dans laquelle à l'intérieur on a ici 2 chambres, et à chaque fois des possibilités de rangement dont on va trouver l'expressivité en façade. Voilà, cette dernière image pour vous inviter donc demain aussi à la visite. Je vous remercie pour votre attention, et puis je suis à votre disposition pour les échanges, et aussi d'autres photos voilà, qui sont disponibles. Merci beaucoup. J'habite aux Terrasses depuis 40 ans, donc oui, moi je suis bien sûr très contente d'être là. Mais ce qu'il y a, je suis au conseil syndical et on a un petit souci, c'est que, alors, on n'a pas tous les plans de tous les appartements, donc quand il y a des travaux à commander, il nous est difficile d'indiquer exactement ce qu'il faut faire, parce qu'en fait... Bon, les plans, c'est facile à reproduire, mais c'est surtout les circuits électriques et d'arrivée d'eau, de départ des eaux ménagères. Nous n'avons pas du tout ça sur nos plans. Et alors, on est toujours en train de se poser la question, on essaie de deviner où ça passe. Est-ce que vous savez si, en contactant le cabinet d'architectes, là, qui est si célèbre, je connais aussi Évry, hein, mes parents ont habité Évry, et je voudrais savoir si on peut avoir les plans avec les canalisations, parce que ça nous embête, vous voyez. Là, par exemple, on a une fuite. Moi, c'est pas du tout, il faut creuser dans le plafond. Enfin bon, on a un vrai souci. Voilà. Et je rappelle que l'allée Mozart, c'est la grande allée piétonne qu'il y a entre les 2 séries des bâtiments de la résidence. Voilà. Vous pouvez les demander au service de l'urbanisme de la ville. Vous voyez là, on est sur, ne serait-ce que dans les Hauts-de-France, on est sur une quinzaine d'opérations, douzaine, je ne sais plus, 12 ou 15. Je n'ai pas par exemple les architectes d'opération, parce qu'en fait il y a les architectes qui ont proposé le modèle. Parfois ce sont les architectes d'opération de chacune des opérations, parfois ce sont des autres. Donc ça pourrait être aussi une piste. Mais voilà, ça c'est, je dirais, en tout cas du côté des archives de l'agence, on ne trouvera rien. Voilà, donc, Après, l'autre endroit où vous pourriez avoir des plans, c'est le maître d'ouvrage d'origine. Parce que lui, normalement, puisqu'il a été le maître d'ouvrage d'opération, il a dû avoir, en fait, dans ses archives aussi. Alors, s'il les a gardés, mais là, en l'occurrence, ça peut être une autre piste. Mais à l'époque, je ne sais pas... Alors peut-être que... Donc il faut retrouver peut-être dans quel groupe il se trouve, et là il y a peut-être une autre recherche d'archives potentielles.
Mais c'est vrai que, alors la difficulté que vous allez avoir, c'est que autant dans ce qu'on voit là, on a plutôt les plans de principe, mais quelquefois les exécutions des ouvrages ne sont pas toujours identiques à ce qui a été défini dans le principe. Et ça, vous l'avez aussi dans beaucoup de bâtiments. L'avantage, c'est la grande variété, le grand choix. Au niveau des appartements, il y a des... Je crois que ça commence quand même aux deux pièces. Après, il y a des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces. Des petites terrasses, des grandes terrasses. Il y en a qui en ont 2. Là, on voit le duplex, là, par exemple. Ils ont une assez petite terrasse. Et la salle à manger et la cuisine donnent sur cette terrasse. Mais à côté, vous voyez, au même étage, ce sont des duplex 4 pièces. Et la terrasse est très grande. Voilà, la terrasse est très grande. Et oui, enfin bon, il y a vraiment plein de types d'appartements et c'est le gros avantage. Il y a quand même plusieurs séries d'appartements semblables, mais d'un voisin à l'autre, on n'a pas du tout le même appartement, en fait. Puis il y a en plus ceux qui ont les jardins en bas, comme moi, et c'est encore très différent d'avoir une terrasse. Non, moi je trouve ça très agréable, sauf que on a eu beaucoup de problèmes avec nos terrasses. On les a presque toutes fait refaire. Pas toujours économique, mais enfin bon, on y arrive. Quand on veut rester, on y arrive. Mais c'est bien parce que vous témoignez justement de l'un des objectifs de la politique des modèles innovation qui était justement d'offrir une grande diversité d'appartements dans l'idée qu'on individualise le logement et qu'on ne soit plus juste voilà, un appartement dans une grande barre, mais que voilà, on puisse s'approprier et on puisse identifier en fait son logement. Donc c'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Oui, sur l'opération, effectivement, on a bien 2 parties qui sont traitées. Enfin, aujourd'hui, il y a eu des choses. Enfin, aujourd'hui, on a une partie qui est réhabilitée, qui ne correspond plus au modèle d'origine. Enfin, on le verra ouais. Demain en allant sur place. Mais donc, effectivement, d'après ce que vous dites, la partie à gauche, donc tout en continu. Oui, parce que ici j'ai montré que des images de la partie qui n'avait pas été rénovée, dont on voyait mieux en fait la structuration d'origine et notamment les parements en briques qui ne sont plus visibles sur la partie réhabilitée. Parce que ici il y a certains des passages en fait qui sont privatisés, donc sur cette partie basse de l'opération, alors que sur la partie haute on peut circuler beaucoup plus librement par contre, comme c'était prévu à l'origine. Alors moi c'est pas forcément une question, c'est plus un constat que je trouve intéressant, notamment la protection monuments historiques qui a eu lieu à Arques, c'est ça. Et je trouve ça assez intéressant parce que dans l'imaginaire populaire, monument historique reste attaché en fait aux vieilles pierres pour le coup. C'est vrai que tout ce qui était architecture 20e passait rarement monuments historiques, mis à part quand c'était des architectes ultra renommés, je pense au Le Corbusier. Et sur des équipements plus que sur des équipements. Et je trouve ça très intéressant, et on devrait presque communiquer plus sur ce genre de bâtiments qui sont des années 70 et qui sont déjà monuments historiques pour le coup. Moi j'ai grandi pas loin de Villeneuve-d'Ascq. J'aurais jamais cru quand j'étais enfant que ces bâtiments entreraient dans le processus de patrimonialisation. Et c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que le patrimoine du XXe siècle ou le patrimoine qui a moins de 100 ans pour la labellisation ACR, justement, c'est des dispositifs qui ont été créés parce que, en fait, le patrimoine du XXe siècle, c'est quand même l'architecture la plus présente dans les tissus urbains actuellement, quantitativement, en masse, et qui pourtant reste encore un peu méconnu en fait en tant que patrimoine, parce que aussi il faut le temps des études, etc., de la connaissance aussi. C'est pour ça que maintenant on en arrive aux années 70, mais c'est assez récent, hein, même sur la question du logement. Les logements des grands ensembles commencent à être bien connus, bien reconnus aussi. J'ai montré des exemples représentatifs de la politique quantitative de masse, mais on a aussi des exceptions qui sont très intéressantes, comme l'architecture d'Émile Aillot, qui va utiliser aussi les courbes dans les grands ensembles, ou la couleur. Il faudrait que je regarde pour l'inscription monument historique, parce que c'est vrai qu'en termes de logement, on est quand même plus souvent sur des équipements, comme vous le disiez, que sur du logement même. Ce qui est assez marrant, c'est que dans la partie logement ancien, je pense aux maisons de briques, aux maisons à pans de bois, bon, on a eu un cas d'inscription monument historique pour une maison à pans de bois récemment, mais c'est plus dans la politique ministérielle en fait. On considère que ce genre de logements sont plus à protéger dans le cadre des plans d'urbanisme que dans le cadre des monuments historiques. Donc c'est intéressant justement que des logements des années 70 là, puissent intégrer la protection MH.
Mais on le voit aussi dans le label, en fait, ACR. Quand même, le premier critère, c'était celui de l'innovation. C'est autant la démarche intellectuelle que le résultat que l'on trouve. Et donc, c'est cette... en fait, on ne regarde pas que l'objet fini, finalement. Oui, c'est assez intéressant les critères du label ACR, parce qu'en réalité on a à la fois quelque chose qui s'inscrit dans une tradition protection monument historique, comme je ne les ai pas détaillés, mais comme la singularité de l'œuvre par exemple, qui est l'un des critères, et qui est finalement le critère qui est peut-être le plus intégré, c'est-à-dire le caractère exceptionnel, comme une cathédrale, voilà, comme on a ici à Beauvais. Mais on a aussi d'autres critères qui justement apportent un autre point de vue et qui sont aussi très pertinents pour le patrimoine du XXe siècle. Par exemple, aussi quelque chose d'assez simple, mais la reconnaissance des auteurs, par exemple. Donc là, on a des figures comme Michel Andrew et Pierre Para, mais aussi comme on a André Wozinski aussi, qui a proposé un modèle, le modèle Salamandre. André Wozinski, c'est le principal collaborateur de Le Corbusier, et on va retrouver dans son modèle Salamandre une très grande proximité avec le mouvement moderne, avec une composition des partitions menuisées noires, avec voilà, ce jeu très fin qui est mis en œuvre dans du logement social. Donc tout ça est aussi un héritage, et voilà, on a différents critères d'appréciation en fait, qui font que effectivement cette labellisation, en fait, elle est assez complexe, parce qu'elle n'est pas que d'un point de vue de l'exceptionnalité, de l'esthétique, mais aussi d'un point de vue d'une filiation, d'un point de vue d'une histoire mémorielle, d'une politique publique. Donc voilà, on a aussi quelque chose qui est assez complexe. Et ce que vous évoquez en fait est aussi important, c'est que, et ça se traduit en fait par votre témoignage, c'est effectivement enfin de la banalisation en fait de l'occupation des logements. C'est-à-dire que ça soit du logement privatif ou du logement locatif, finalement, il n'y a pas vraiment de différence dans l'occupation, en fait, ou même dans la qualité des constructions qui ont été faites. Elles sont quasiment identiques. Après, elles sont réparties différemment sur l'opération, mais donc ça aussi, c'est un critère qui est, enfin, dans le plan construction, qui fait partie aussi, je pense, d'une volonté politique, quoi. Non, c'est juste à titre informatif. Est-ce qu'on prévoit de faire encore en ce moment ou dans quelques années des logements de ce type ailleurs, en Hauts-de-France ou en France, avec des améliorations du modernisme qu'on peut connaître? Alors, la politique des modèles et des achevés, elle correspond vraiment à ce contexte précis, chronologique. On n'est plus trop dans les mêmes schémas, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, et c'est le cas notamment, on en discutait avec Richard de cette opération Les Terrasses, c'est que par contre on a des projets de renouvellement urbain qui sont en cours et qui concernent beaucoup en fait de ces quartiers de logement, que ce soit du logement des années 70 ou de la période précédente des grands ensembles. Et on a des grandes politiques, des politiques de l'ANRU, où maintenant ça a changé d'acronyme, c'est ANPRU, de renouvellement urbain, qui vont justement voilà, s'intéresser maintenant à mettre aux normes actuelles ce logement qui ne répondait pas très souvent à des normes telles qu'on les connaît aujourd'hui, après notamment les chocs pétroliers de 73, où on n'était pas du tout dans l'idée qui est très actuelle même maintenant en ce moment de thermique, donc on n'avait pas des critères d'isolation très importants qui aujourd'hui en fait voilà, sont prégnants dans la société actuelle. Donc en réalité on a aussi des programmes actuellement qui posent cette question-là. Oui, puis on évoquait tout à l'heure la période précédente finalement de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, qui est très présente aussi à Beauvais, où là aussi on a d'autres modèles de construction qui reposent sur d'autres principes de construction, mais qui sont aussi établis par des grands architectes. Enfin, on est aussi sur toute une construction, et qui était également massive, sur justement des constructions avec une conception unique, enfin, à la fois par des plans globaux d'aménagement, enfin urbain, et puis ensuite des réalisations par des professionnels en fait de la construction, et qui je dirais par rapport aux villes anciennes historiques où on voit la sédimentation et la construction des maisons l'une après l'autre. Je dirais là on est aussi dans une période de construction où on construit
plusieurs logements, mais avec le même concepteur aussi. Donc ça donne d'autres images, d'autres formes urbaines, et je pense que c'est intéressant de pouvoir aussi comparer ces choses-là. Donc on en aura l'occasion si vous êtes là tout le week-end, puisque dans les visites qui sont proposées, il y a également la visite en fait du projet qui est autour de l'église Saint-Étienne. Henri Labourdette, et qui là justement ça peut être l'occasion d'avoir comme ça, maintenant que vous avez cette vision là, de pouvoir comparer des attitudes de reconstruction, de construction d'ensemble bâti, mais avec des logiques constructives un petit peu différentes, mais qui avaient les mêmes finalement les mêmes objectifs, hein, de construire assez rapidement, je le dis assez parce que c'est un nombre important de logements à des normes de construction aussi qui n'existaient pas auparavant, hein. Et ça fait aussi écho en fait au modèle innovation, à la question du patrimoine en série et de ce modèle et de l'adaptation sur les territoires. Et donc en réalité, on va souvent trouver cette possibilité en fait du modèle qu'on peut adapter par rapport à des matériaux locaux, notamment dans le remplissage. C'est ce qu'on voit ici, parce qu'en réalité, dans les Hauts-de-France, on va beaucoup utiliser la brique dans les remplissages des maisons gradins-jardins. Et il y a aussi des modèles qui ont souhaité aussi justement essayer de s'intégrer à du tissu traditionnel. C'est le cas notamment des villages de l'Ouest. Il y en avait encore plein à vous montrer là. Voilà, du village de l'Ouest en fait, qui est donc un modèle mis au point par Pierre Prunet, qui est architecte en chef des monuments historiques, et qui avait pour ambition, comme on le voit en fait dans cette coupe en bas, de proposer un modèle, alors certes avec des éléments préfabriqués en béton, mais dont il y aurait en fait des jeux de toiture, de pans inclinés, qui permettraient en fait de s'insérer dans des tissus traditionnels. Ce modèle-là existe dans les Hauts-de-France à Laon. Oui, exactement, et a été labellisé, celui de Laon, qui est assez impressionnant parce qu'il est assez... En plus, comme il est visible depuis la ville haute, ouais. On le voit s'étendre en fait. Je vous en montre un dernier. Dans l'Oise, il y en a un aussi... c'est à Liancourt. Ah non, à Liancourt, d'accord. C'est d'ailleurs le seul modèle maison et jardin, cette fois. Maison et jardin, on est toujours sur le même vocabulaire, l'individuel, le jardin, de l'espace extérieur. C'est un modèle qui est assez intéressant parce qu'il part de l'idée de la forme hexagonale. En fait, on est souvent sur des combinatoires, sur des formes géométriques, mais l'opération à Liancourt, elle est assez exceptionnelle parce qu'elle s'inscrit dans une topographie très marquée. Et en fait, il y a un très grand jeu sur les circulations, un peu de la même manière qu'il y a là dans le quartier Saint-Jean, mais appuyé avec vraiment des topographies, des espaces collectifs, des placettes, et voilà, donc cette opération est aussi tout à fait intéressante. Alors là aussi, si on compare les opérations terrasse, enfin gradin terrasse, les autres qu'on peut voir en fait dans les Hauts-de-France sont plutôt dans des sites plus plats que ce qu'on a à Beauvais. Et d'une certaine manière, c'est l'interprétation du site avec ce projet, on le verra bien demain, c'est d'autant plus intéressant situé à Beauvais, et d'autant qu'on a en plus dans l'environnement, on l'évoquait tout à l'heure, les maisons individuelles. Donc on a vraiment un dégradé d'épannelage. Donc il y a quand même un jeu d'épannelage assez savant dans l'organisation de tous ces espaces. Et bon, ça, je pense que c'est aussi quelque chose de remarquable dans la situation qu'on a ici. Et le procédé en fait en coupe avec les gradins permet particulièrement bien de s'intégrer dans la topographie, puisqu'on peut reprendre les hauteurs assez facilement avec ces gradins. Voilà. Et hormis les accès sauvages que vous évoquiez, en revanche, on est vraiment dans des procédés où on dissocie vraiment la place de la voiture par rapport à celle du piéton. Et donc même quand vous voyez toutes ces photos, ces images, on est vraiment avec des espaces qui sont à l'échelle du piéton, qui sont consacrés au piéton, qui lui est dans son domaine. Et on le verra encore dans le cas du projet terrasse, en fait l'accès des voitures est effacé quasiment dans l'opération. Si vous regardez sur la masse de la surface, enfin sur le plan de masse de l'ensemble, la présence des véhicules, vous l'avez que sur la périphérie finalement de l'opération et pas dans l'opération. Alors de la même manière que ce qu'on évoquait là, la place de l'espace végétalisé dans l'organisation des espaces est très très présente.
Et donc les questions d'entretien, de domanialité, alors c'est tout le problème d'ailleurs, mais on l'a aussi dans les grands ensembles, à qui appartient l'espace collectif, parce qu'il est pas toujours, c'est pas toujours de l'espace public en fait. Et donc c'est vraiment, notamment dans les opérations qui sont faites qu'on a appelé à un moment donné de résidentialisation des opérations, le premier travail a été fait de savoir, de reposer des limites entre l'espace public et l'espace privé. Là, quand vous évoquiez par exemple sur l'opération des terrasses, votre jardin privatif est un vrai jardin privatif. Enfin, je veux dire, vous avez une limite et là, de ce point de vue-là, c'est très clair en fait, du point de vue de la... Ensuite, vous avez des allées qui distribuent des logements. Et là, suivant les cas, il n'y a pas que les gens qui habitent dans les logements qui vont les prendre, il y a aussi des traversées, enfin je veux dire, il y a justement toute une multiplicité de possibilités par rapport à ces éléments-là. Et donc, là aussi, quelquefois des difficultés d'appropriation, d'entretien, enfin je veux dire, c'est un peu tout ça qui entre en jeu à chaque fois. On peut conclure alors, peut-être. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre invitation, puis pour votre attention. Et pour ajouter, effectivement, tout le week-end est consacré aux Journées nationales de l'architecture. Donc là, aujourd'hui, on va dire que c'est l'ouverture avec cette conférence. Richard faisait référence à une visite qu'on a demain à 10h ou 10h30, j'ai un doute, autour des immeubles faits par Jacques-Henri Labourdette autour de l'église Saint-Étienne. C'est 10h15, c'était entre les deux. 10h15. On a rendez-vous à 14h30 dans le quartier Saint-Jean pour poursuivre la conférence de ce soir avec Caroline Bauer. Et ensuite, un dernier rendez-vous dimanche matin à 10h30. Là, on retourne un peu dans le patrimoine tout en faisant le lien avec l'architecture contemporaine, puisqu'on reprend une conférence qu'on a fait au tout début du mois de l'architecture du patrimoine sur le pan de bois. Une balade à deux voies entre des archéologues qui ont leur vision d'archéologue du bâti, des bâtiments, et la restauration faite par les architectes du patrimoine. Voilà, donc c'est un double point de vue. Je vous remercie beaucoup de votre présence et puis n'hésitez pas à revenir ce week-end.